Ok les amis, là je vous avertis, c'est certainement pas la vidéo la plus positive que je vais poster sur ma chaîne. Disons que le principe aujourd'hui, c'est surtout que vous allez me regarder râler à propos des comportements de la sphère littéraire que je trouve un peu inacceptables et que j'aimerais qu'on laisse derrière nous en 2025. Pas besoin d'amener ça en 2026, pas besoin. Alors cette vidéo va être un mix de critiques assez sérieuses qui concernent des choses qui, à mon avis, ont vraiment un impact nocif sur la communauté et aussi un mix de choses pas très sérieuses qui vont surtout servir à comme exprimer mon énervement face à des petits détails qui m'énervent de temps en temps puis que c'est absolument pas important mais j'ai quand même envie d'en parler. Et petit disclaimer obligatoire. Je fais cette vidéo aujourd'hui avec de l'humour et de l'amour dans mon cœur. Alors merci de ne pas trop prendre au sérieux ce que je veux dire parce que moi je me prends pas trop au sérieux. On discute, ok, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, ça va. Je vais survivre si vous êtes pas d'accord avec moi, je fais juste vous partager qu'est-ce que je pense puis je suis curieuse d'avoir votre avis. Bref, on va commencer avec les sujets un petit peu plus lourds et après ça dans la vidéo, on va s'amuser avec les trucs vraiment pas importants. Ok, aujourd'hui, j'aimerais à la fois dénoncer les auteurs et les lecteurs. Alors si vous êtes un auteur et que vous vous sentez un peu offusqué par ce que je m'apprête à dire, ben attendez un instant, ok? Parce que juste après, vraiment le point juste après, je vais vous défendre. Il y a vraiment des choses douteuses qui se font des deux côtés, ok? Il y a aucun type de personne dans la communauté que je souhaite comme précisément viser. Tout le monde fait des choses qui parfois sont pas géniales et on va juste en parler de façon transparente. Alors, la première chose que je tiens à mettre dans cette vidéo, c'est qu'à mes yeux, je crois fortement que les auteurs ne devraient jamais s'immiscer dans les espaces de lecteurs comme Goodreads, Babelio. Et par s'immiscer, je veux pas dire que l'auteur a pas le droit d'aller sur Goodreads, de noter ses lectures, d'aller voir les avis concernant son propre livre. Ça, c'est le droit de n'importe qui, même si je recommande pas nécessairement aux auteurs de le faire pour leur propre santé mentale. Quand je dis immiscer, là, je parle spécifiquement des auteurs qui vont aller dans les commentaires de leur livre et répondre directement aux critiques sans que la personne ait tagué l'auteur, sans que la personne ait envoyé la critique à l'auteur. Même quand l'auteur est poli en mode peut-être qu'il répond à une critique genre super positive, ou bien il répond à une critique négative mais en mode ah ben je comprends les points négatifs que tu soulèves, désolé que mon livre ait pas été pour toi, blablabla. Pour moi ça c'est inacceptable parce que tout de suite cette interaction vient de changer la nature de l'espace des lecteurs. C'est plus un endroit où on fait juste noter nos lectures, donner nos impressions pour guider les autres lecteurs. Non, 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 ça devient un espace où il y a un dialogue avec l'auteur contre notre gré. Ce qu'on dit à d'autres lecteurs, l'auteur le prend pis est comme hey, en fait tu me parles à moi là en ce moment, hey, salut, j'aimerais ça qu'on se parle. Moi je veux pas te parler, c'est pas à toi que ma critique s'adresse. Dans la vie, c'est pas au chroniqueur d'aider l'auteur à s'améliorer parce qu'il y a une différence énorme entre ce que moi perso je dirais en tant que chroniqueuse pour aider un autre lecteur à déterminer si oui ou non il devrait lire le livre et ce que je dirais à un auteur qui viendrait à moi pour comme l'aider à peaufiner son art, essayer de s'améliorer. La formulation de ce que je dirais serait tellement différente et pas parce que dans un cas je mentirais, c'est juste que selon la personne à qui tu t'adresses, tu vas te concentrer sur des points différents. Mettons que je présente un livre là, dans mon point lecture puis je suis comme ok, le personnage principal était vraiment insupportable, genre je vous avertis si vous lisez, le personnage est insupportable. Ben si c'était quelque chose que j'adressais à l'auteur, évidemment que je le dirais pas comme ça, je lui dirais plutôt personnellement il y a tel comportement qui ont fait que le personnage était plus difficile à suivre en tant que lectrice, j'avais moins envie de l'encourager parce que je trouvais ça un peu énervant ce qu'elle faisait. Mais si c'est un choix avec lequel t'es à l'aise, puis c'est une réaction que tu souhaites provoquer chez les lecteurs, ben c'est correct. Et pour moi, ce que j'accomplis en parlant à un lecteur de mes impressions puis en parlant à un auteur de mes impressions, c'est deux missions complètement différentes qui ne devraient jamais se mêler l'une à l'autre. Le seul scénario où je considère que ce serait ok pour un auteur d'aller commenter une de ses critiques là sur un site comme Goodreads, ce serait si dans la critique il y avait des informations absolument erronées sur l'auteur ou sur son œuvre. Dans ce cas-là, allez vous défendre, je comprends. Vous voulez pas que les gens mentent sur vous, mais en même temps, parfois, il y a des auteurs qui considèrent que quelque chose est un mensonge, alors que ça l'est pas, là, t'sais. J'avais une amie qui avait critiqué un livre en disant « J'ai pas réussi à m'attacher au personnage ». L'autrice est allée répondre en disant « Mes personnages sont très attachants, tous mes lecteurs trouvent que mes personnages sont attachants ». Comment vous dire que si vous êtes un auteur et que je vous vois faire ça, jamais de la vie je vais lire un seul de vos livres, là, c'est impossible. C'est un irrespect incroyable. Puis c'est la même chose pour les auteurs qui
vont pas répondre directement à leur critique. Ce qu'ils vont faire à la place, c'est ils vont prendre un screenshot, ils vont aller le poster en story ou sur Facebook, ils vont écrire des paragraphes pour comme se défendre sur chaque point, puis ils vont envoyer leurs abonnés aller harceler la chroniqueuse qui a fait le post. Évidemment, ils disent toujours que c'est pas ça leur intention, mais on s'entend que c'est quoi le résultat de faire ces posts-là, c'est ça qui se passe. Les auteurs ont le droit de prendre en screenshot là, la critique puis de l'envoyer à leurs proches, puis comme mon Dieu que cette personne-là est une idiote qui a rien compris à mon livre, oh mon Dieu, blablabla. Tu sais, moi ça me dérange pas qu'un auteur râle à mourir de ses critiques en privé. Faites ce que vous voulez en privé, je suis pas là pour déterminer ou même juger ce que vous faites en privé. Surtout puisqu'en plus, là, j'en ai vu des critiques de livres ridicules. Ça existe. Il y a vraiment des critiques qui méritent de se faire insulter, là. Il y a vraiment des dingueries qui sont postées là, sur Goodreads. Mais faire ça publiquement ou dans l'espace de lecteur, c'est jamais gagnant. Donc ça, c'est ce que j'aimerais que les auteurs arrêtent de faire en 2026. Mais maintenant, voici ce que j'aimerais que les lecteurs arrêtent de faire aux auteurs en 2026. Quand tout à l'heure, j'ai mentionné là, que l'auteur allait répondre à la critique sans même que la critique lui ait été envoyée, adressée ou qu'elle ait été taguée là-dedans, ben c'est une précision que je faisais parce que il y a vraiment des lecteurs qui vont taguer les auteurs dans leurs critiques négatives ou même pire, leur envoyer en message privé. Ça pour moi c'est pire, ok? J'aime pas ça les auteurs qui répondent à leurs critiques publiquement. Mais les lecteurs, oh my gosh, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous envoyez vos critiques négatives aux auteurs. Ben ok, je peux comprendre un peu. On s'en parle. Je l'ai déjà comme dit un petit peu, mais je vais le redire d'une façon qui est peut-être plus facile à saisir. Les critiques de livres ne sont pas des dialogues entre le lecteur et l'auteur. Elles peuvent l'être dans certains cas, mais ces cas-là, c'est seulement si l'auteur a décidé par lui-même d'aller chercher des critiques, d'aller chercher des communications avec des lecteurs pour l'aider à trouver des points à retravailler dans ses livres. Tu sais, c'est vraiment un premier pas qui doit être fait par l'auteur pour que réellement un lecteur ait la possibilité d'aider un auteur. Parce que si toi, t'es un lecteur, puis que tu lis un livre, puis t'es comme « Oh mon Dieu, il y a tel point qui aurait pu être amélioré, blablabla, je vais aller écrire à l'auteur puis lui dire tout ça pour qu'il s'améliore dans la vie. » Ben, le livre en question que tu critiques, il a déjà été écrit. Si ça se trouve, le prochain a déjà été écrit, il est en train de se faire imprimer. C'est fini. C'est fini. Oui, ok, il y a peut-être une chance infime que tu tombes genre sur un bon moment dans la vie de l'auteur où il va lire ce commentaire-là, mais comme, hey, sais-tu quoi, c'est vrai que je pourrais améliorer cette affaire-là dans mes prochains romans. Ah, merci, ça m'aide. Mais honnêtement, je pense que les chances que ça se passe, c'est comme 1%. Puis même si le pourcentage était plus haut que 1%, c'est pas parce qu'un auteur existe publiquement qu'il est obligé de recevoir toutes les critiques qu'on a à lui donner. Tu sais, je vais prendre l'exemple de mes amies là, autrices qui ouvrent Instagram. Est-ce que chaque fois qu'elles le font, elles sont préparées mentalement, elles sont dans l'espace mental pour recevoir des messages non sollicités de personnes qui leur nomment les défauts de leur art? Ben, moi je vous confirme que la majorité du temps, non. Même si t'es quelqu'un dans la vie qui accepte bien la critique puis qui cherche à s'améliorer, ben c'est pas quelque chose qui est propre à chaque situation de ta vie. Il y a des moments où tu vas être plus dans le mindset de ok, je cherche véritablement le bobo dans ce que je fais pour essayer de le guérir. Mais c'est à l'auteur de nous dire qu'il est dans cet état-là, pas à nous d'être comme tiens, je te mets ça d'en face juste au cas où ça pourrait t'aider. Ben la plupart du temps, quand tu fais ça à un auteur, ça fait juste lui frapper d'en face. Là, je me suis vraiment claquée. Même les critiques qui sont pas ultra négatives, tu sais, comme un 3.75 étoiles, je trouve ça délicat de taguer un auteur dedans. Parce que écrire dans la vie, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose qui fait énormément douter. Même si t'as tout le succès du monde, tu vas toujours douter de ce que tu fais. Et donc, tu sais, même si ta chronique de 3.75 étoiles, là, elle nomme plein de trucs positifs, ben, dépendamment de où l'auteur en est dans son cheminement, il va peut-être ouvrir la critique, tout de suite voir le point négatif qui est mentionné, et même si pour toi, dans ton expérience de lecture, il était minime, c'est peut-être un point négatif qui va juste lui rentrer dans la tête puis le peser pendant tout le reste de la journée parce qu'il était pas dans l'état de faire face à quelque chose de négatif par rapport à lui, ce qui est totalement correct. Je dis pas que les auteurs sont des faibles à cause de ça, genre, je trouve ça normal de pas toujours être dans l'espace de bien recevoir des critiques. Donc perso, mon avis, c'est vraiment que en bas de 4.5 étoiles, honnêtement, taguez pas les auteurs. Puis même 4.5 étoiles, si tu donnes cette note-là, mais t'es comme « Ah, j'ai trouvé ça vraiment pas extrêmement bien écrit, mais le rythme était entraînant, puis je l'ai lu super vite, blablabla. » Tu sais, moi, je serai toujours la plus grande défenseuse. Je vais toujours défendre
corps et âme les critiques négatives, ok? Il faut continuer à les poster dans l'univers. C'est important. Pour l'art, pour la discussion, le monde littéraire serait d'un ennui extrême si on faisait juste poster des avis positifs, mais ces choses-là, on les adresse aux autres lecteurs. On les impose pas aux auteurs. Alors voilà, ok? Ben, vous le remarquerez sur Instagram, je pense que j'ai jamais tagué un seul auteur parce que j'ai jamais lu un livre puis j'avais pas de points négatifs à dire. Ok, on a parlé des auteuristes, on a parlé des lecteuristes. Maintenant, c'est le temps de parler des maisons d'édition. Oh là 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 là! Je sais pas si vous avez ce problème en France, mais au Québec, on est actuellement infesté de maisons d'édition qui polluent avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de publications de basse qualité chaque année et qui désormais évidemment utilisent l'intelligence artificielle pour générer leur page couverture. Donc non seulement on a des livres que quand on les ouvre la qualité est pas top top, mais en plus ils sont laids sur les étagères quand on passe devant eux. Évidemment je devrais pas être surprise. C'est sûr que un éditeur qui met pas beaucoup d'efforts dans ses publications, s'il a l'opportunité de pas mettre beaucoup d'efforts dans ses pages couverture, pourquoi il agirait autrement, mais ça me sidère quand même. Au dernier salon du livre de Montréal, il y a eu un mouvement où il y a plusieurs maisons d'édition qui ont fait des communiqués pour dire qu'elles dénonçaient l'utilisation de l'IA et qu'elles s'engageaient à ne jamais l'utiliser pour leurs livres. Et évidemment, les maisons d'édition auxquelles je pense dans ma tête ont absolument rien dit et ont juste continué à silencieusement voler le travail des artistes. Et quand je dis voler le travail des artistes, je parle pas juste des emplois qui sont perdus à cause de ça. Je parle du fait que pour générer des images, l'intelligence artificielle a directement volé les œuvres des artistes. Elle a pas juste inventé son savoir de nulle part, c'est vraiment l'art des gens qui a été volé. C'est comme ça que le robot apprend. Puis une fois, il y avait même un site d'intelligence artificielle qui était crédité à la première page d'un roman de ces maisons d'édition. Puis je suis allée voir le site par curiosité et j'ai vu des œuvres complètement générées par l'IA qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau au style d'un artiste que je suivais il y a genre 9 ans, puis j'avais sauvegardé ses dessins dans mon ordi parce que j'ai trouvé juste beau. Et j'ai réussi à retrouver dans mes fichiers exactement le dessin, puis je l'ai comparé à celui du site de l'intelligence artificielle et c'était tellement flagrant, c'était pareil. Et ça, c'est une image que les éditeurs peuvent utiliser parce que c'est comme libre de droit sur leur page couverture. L'artiste, lui, il voit pas $1 de son travail qui a été utilisé. Moi, ça me sidère que des éditeurs qui travaillent dans le monde artistique se sentent à l'aise de voler l'art des autres. Par contre, je suis certaine que si des gens pirataient leurs livres, oh, là, ce serait inacceptable à leurs yeux. Et par là, je dis pas qu'ils devraient trouver ça acceptable que des gens piratent leurs livres, c'est juste, il y a vraiment un standard double. Je vais pas vous nommer exactement les maisons d'édition qui font ça parce que je sais qu'elles font pas nécessairement affaire à l'IA pour chaque page couverture. Des fois, c'est un livre sur 2. Donc, je voudrais pas faire une accusation juste générale et comme me prendre de mise en demeure. Mais voici quelques exemples de pages couverture qui, à mes yeux, ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'un humain aurait dessiné. Celui-là, je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais personnellement, je connaîtrais aucun artiste humain qui est capable de faire une œuvre assez belle, un visage très détaillé, mais qui dessinerait un piercing qui touche quasiment à 2 narines. Moi, personnellement, je connais pas d'artiste humain qui ferait ça. Ensuite, je connais personnellement pas d'artiste qui serait super bon pour dessiner certains flocons sur la base, mais qui serait très mauvais pour en dessiner d'autres, comme ceux-là, celui-là à gauche. Puis perso, ben le camion, moi j'ai jamais vu de camion avec comme quelque chose par-dessus l'avant. Je vais juste poser des questions, Et pour finir, moi je me demande quel artiste humain dessinerait un sapin qui a l'air bien réalisé mais qui s'arrête en plein milieu. Le sapin, il a pas de haut. Et en plus, tu sais, c'est un bon artiste qui est capable de bien dessiner une maison avec des détails. Mais quand on regarde à travers les fenêtres, moi je peux pas vous nommer un seul objet qui est dessiné, c'est quoi, genre? Ça a comme l'air d'une boulangerie à 3 étages, mais que c'est un peu une maison, parce qu'il y a le balcon. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est juste un choix artistique de l'artiste, là. Peut-être c'est bien un humain qui a fait ça, puis tu sais, je vais pas juger les choix d'un humain, mais je ne sais, je suis pas certaine. Est-ce que c'est un humain qui a fait ça? J'accuse pas les 3 maisons d'édition en question, je fais juste partager un peu mon impression en tant que personne qui a longtemps fait du dessin digital. C'est juste, je serais curieuse de savoir pourquoi l'artiste a fait ces choix-là. Et aussi, très important, je tiens à dire que les auteurs, là, très rarement décident de leur
leur page couverture, donc j'accuse pas non plus aucun nom qui a été montré à l'écran. Alors, tout ce que je demanderais, c'est que s'il y a bien une maison d'édition dans l'univers en ce moment qui utilise l'intelligence artificielle et qui entend mon message, ben en 2026, est-ce que vous pouvez arrêter, hein, s'il vous plaît? Peut-être que vous sauvez vraiment beaucoup d'argent là, en payant pas d'artistes puis que ça vaut la peine, mais sachez que de l'autre côté de la balance, il y a moi et beaucoup d'autres personnes qui vont voir le livre, vont tout de suite savoir que c'est pas un humain qui l'a dessiné et qui vont décider de pas l'acheter parce qu'il est laid en tabarnak. Désolée de sortir les gros mots, mais c'est laid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est laid! Alors, sur ce, on passe à des sujets qui sont vraiment beaucoup moins sérieux, mais qui me tiennent quand même à cœur. Alors, ok, celui-là, ouf, ça c'est la section de la vidéo qui m'inquiète le plus parce que c'est vraiment des choses que beaucoup de gens font. Et donc, je veux pas vous offenser. Je veux juste vous dire que si vous faites ça, c'est pas ma chose préférée dans l'univers. Alors, les romances françaises, et je précise romances françaises parce que c'est surtout elles les coupables. Les romances françaises avec des titres en anglais. Ma fille, je sais que t'as jamais mis le pied aux États-Unis. Pourquoi ton livre il s'appelle je veux pas nommer d'exemple, Mais vous savez ce que je veux dire. En France, il y a vraiment un phénomène où toutes les romances écrites par des autrices françaises, ils ont des titres en anglais. Et ça va dans certains cas si c'est comme le nom, tu sais, de la ville aux États-Unis qui est le titre, donc c'est en anglais, ça je comprends. Il y a évidemment des exceptions pour chaque truc que je vais mentionner dans cette vidéo. Il y a toujours des exceptions. Mais moi, je comprends pas. T'es capable d'écrire le livre en français, t'es capable de choisir un titre qui est en français. L'impression que moi, ça me donne, c'est que la culture américaine ou anglophone est comme glorifiée. Puis c'est comme, ah, si on met le titre en anglais qu'on, la plupart du temps, respectueusement, on n'est pas capable de prononcer, ben, ça a l'air plus cool. C'est peut-être mon âme de québécoise, tu sais, qui sent la culture américaine juste à côté de nous, qui essaie de nous engloutir pour qu'on perde notre âme francophone. Mais pour moi, chaque fois que je vois un livre écrit par un auteur français qui choisit un titre en anglais pour des raisons, tu sais, qui sont pas évidentes comme celles que j'ai mentionnées, ben, à chaque fois, je suis comme... Ben, je veux pas le lire. Et il y a aussi un peu la même chose sur Booktube, avec le nom des challenges. Ben déjà, juste le mot challenge, c'est un défi, on s'entend. Je vais pardonner, tu sais, le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, parce qu'il existe depuis très longtemps, donc changer les noms, ben, ce serait vraiment mauvais au niveau de juste répertorier les archives de ce défi. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau défi qui arrive, là, puis que c'est encore une fois un titre en anglais, je suis comme... Je sais que souvent, ça permet de faire des titres plus courts, ça je le comprends. Mais moi déjà, là, Black November, je trouve ça tellement malaisant. Pourquoi vous avez choisi Black November pour lire des thrillers, des romans noirs, blablabla. Genre, je comprends que Black, c'est la traduction de noir. Mais si tu t'en vas sur Booktube anglophone, puis que tu dis que ton challenge s'appelle Black November, puis qu'après ça, tu lis juste des auteurs de thrillers blancs, je sais que là-bas, les gens y auraient des questions. Surtout quand t'aurais pu très facilement l'appeler Dark November. Donc, c'est ça. C'est juste... J'aime pas cette manie d'utiliser l'anglais pour se donner un style plus officiel ou je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'intention des gens en utilisant l'anglais. Peut-être que je juge là de façon totalement erronée. Mais je comprends juste pas pourquoi c'est des titres en anglais qui sont mis par-dessus une œuvre en français. Ensuite, le prochain point, c'est un point qui est souvent soulevé dans les vidéos comme celle que je fais présentement. Et c'est que je vois tellement de créateurs faire leurs vidéos, ils parlent là, de l'état de Booktube en 2025, en 2026, et qui disent que Booktube est mort, qu'il n'y a plus personne qui fait des critiques par amour de la lecture, que tout le contenu est sponsorisé partout, les gens font juste ça pour des SP, tout le monde parle des mêmes livres, blablabla. Puis à chaque fois que je vois des gens faire ça, je suis comme, est-ce que vous regardez Booktube? Parce que oui, ok, peut-être que si vous regardez uniquement l'échantillon, genre des 10 plus grandes chaînes de Booktube qui sont actives actuellement, oui, c'est beaucoup du contenu sponsorisé, professionnalisé, blablabla. Mais si vous allez voir le répertoire, je vais le mettre dans la barre de description, de toutes les chaînes francophones actives en ce moment, il y en a des centaines déjà, et 95% des gens-là le font de façon non monétisée. Il y a tellement de chaînes qui parlent de livres que j'ai jamais vu de ma sainte vie. Les gens le font clairement encore par passion
de la lecture, parce que si dans la vie ton objectif c'était de faire de l'argent, t'irais pas sur Booktube là. Vraiment moi ça me rend folle quand je vois des créateurs Booktube qui osent dire ça. Je suis comme mais ouvrez les yeux, faites un effort pour trouver d'autres chaînes parce que je vous garantis qu'il y en a. Le seul truc que je peux te dire qui est mort sur Booktube, c'est les vidéos comme une vidéo, un livre. Tu sais les critiques là où tu passes la vidéo entière à parler d'un seul livre, ça c'est clairement quelque chose qui est mort puis que les gens ne font plus, mais c'est aussi parce qu'ils regardaient plus. Ça oui. Mais le reste, dire que Booktube est mort, là, hey, ok, regardez mon répertoire. S'il vous plaît, j'ai pas travaillé là-dessus comme une folle pour rien. Il y a plein de chaînes là, qui le font avec du cœur puis qui le font bien. Ok, le prochain point, ben, des fois ça fait partie de la critique des gens qui disent que Booktube est mort puis que personne fait des choses avec de la qualité. Et donc j'avoue que je suis d'accord avec l'aspect qu'il y a beaucoup de vidéos où, par exemple, le résumé qui est donné d'un livre est 6 fois plus long que l'avis qui est donné sur le livre. Puis c'est sûr que moi aussi c'est quelque chose que j'aime moyennement. Évidemment, il y a des exceptions. Genre si tu présentes là, une sélection de livres que t'as déjà critiqué dans le passé, t'as pas besoin de redonner ta critique. C'est normal de passer plus de temps pour dire le résumé. Mais quand c'est des bilans lecture, c'est comme ok, ce livre parle de ça, le personnage s'appelle ça, elle va faire ça, blablabla. Ah, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était addictif, 4 étoiles. C'est sûr que dans ce cas-là, moi je suis comme oui, ben je serai pas ton abonné la plus fidèle. Donc ça, je suis prête à admettre que c'est sûr qu'il y en a, c'est pas génial, mais s'il y a des gens qui aiment regarder le contenu puis qui le font, ben c'est pas un problème en soi de faire ça. C'est juste toi, si t'aimes pas ça, ben tu choisis quelque chose d'autre à regarder. Mon 7e point de cette vidéo, ça j'ai un petit peu peur parce que je pense que c'est le point que les gens font le plus. Ok. Bon, les créateurs de vidéos courtes, donc que ce soit des Reels, des TikTok, des Shorts, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, pourquoi vos livres sont à l'envers? C'est pas compliqué dans les réglages de montage de whatever de trouver une façon de reverse l'image pour qu'on soit capable de lire le titre qui est sur le livre. Moi honnêtement, ça me dérange tellement que si je filmais une vidéo et que j'étais pas capable de flipper le truc pour que le livre puisse être lu, je posterais même pas la vidéo. C'est à ce point-là que ça me dérange. Je suis possiblement trop rigide parce que visiblement BookTok a réussi à fonctionner avec une majorité de vidéos de gens qui tiennent des livres puis tu peux pas lire le titre. Je comprends pas comment ça a pu fonctionner autant, mais comme yeah, je suis contente de l'impact que ça a eu, là, la ressurgence de la lecture chez les jeunes, blablabla. Résurgence. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps ressurgence. Mais bref, s'il vous plaît. À moins que la vidéo, là, elle ait aucun rapport avec le livre que vous tenez, c'est juste un sketch humoristique, là, c'est correct que ce soit à l'envers. Mais si vous présentez des livres comme ça, surtout quand les livres, ils restent juste genre 2 secondes à l'écran, s'il vous plaît, mettez-les à l'endroit. Ok, le prochain point, ça c'est vraiment moi. Ça me touche, moi. Il y a personne d'autre qui peut se plaindre de ça, à moins que vous fassiez du contenu puis la même chose vous arrive. Ok, moi, dans la description de chacune de mes vidéos, ok, il y a mon adresse courriel. Et en dessous, il y a une note. S'il vous plaît, les auteurs. Je n'accepte pas les offres de SP qui proviennent directement de la personne qui a écrit le livre. Non. Si vous demandez pourquoi, ben c'est pour toutes les raisons que j'ai mentionnées là, dans les 2 premiers points de la vidéo. Je veux pas critiquer un livre en sachant que son auteur va voir qu'est-ce que je dis. Nope, je suis très inconfortable avec ça, je refuse. Malgré tout, à chaque semaine, je reçois plusieurs messages d'auteurs qui, honnêtement, je me sens mal pour vous parce que je sais que c'est tellement difficile, surtout en tant qu'auteur auto-édité, tu sais, de se faire connaître, d'avoir de la visibilité. Je comprends pourquoi vous essayez, mais je trouve ça quand même un peu irrespectueux de le faire alors que j'ai marqué très clairement en dessous du seul endroit où on peut retrouver mon adresse mail que j'accepte pas. Donc, ben, j'y réponds pas, puis je me sens vraiment mal de pas répondre, mais c'est juste comme, si vous avez pas pris le temps d'accepter la seule condition que j'avais pour que vous m'écriviez, ben moi je vais pas prendre le temps de vous répondre. Je suis désolée, ben là, le 9e point de la vidéo, c'est peut-être aussi quelque chose que beaucoup de gens font, mais non, pas de la manière que je vais le décrire. Ok, alors, moi j'aimerais ça qu'en 2026, on arrête de donner 5 étoiles à tous les livres. Et là, je veux pas que des personnes qui sont généreuses avec leurs notes, se sentent mal. Parce que je parle pas nécessairement des personnes qui donnent beaucoup de 5 étoiles. Je parle des personnes qui donnent tellement de 5 étoiles que quand je les vois poster un bilan sur Instagram où il y a un livre qui a 4 étoiles, je suis comme tabarouette, ce livre-là devait être mauvais en maudit. Tu sais, quand pour moi un 4 étoiles, c'est le signe qu'un livre est genre vraiment pas bon parce que c'est
impossible autrement pour toi de donner 4 étoiles à un livre, ben rendu là, écoute, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux avec les notes que tu donnes dans la vie, mais moi c'est sûr que je serai pas au rendez-vous pour comme lire les avis de lecture. Donner beaucoup de 5 étoiles, c'est correct, mais si je viens à me dire dans ma tête, oh 4 étoiles, c'est mauvais signe, ça c'est que c'est peut-être un peu trop abusé. Ensuite, le prochain point, je sais pas à quel point j'ai raison de le faire, mais à mes yeux, il y a vraiment comme une tendance dans la communauté littéraire à complètement ignorer l'existence de BookTube. Évidemment, ça vise absolument aucune personne qui regarde cette vidéo parce que vous êtes en train de regarder BookTube. Mais, tu sais, je trouve ça fou à quel point, par exemple, les maisons d'édition font très rarement des choses avec BookTube. En même temps, moi, je veux pas faire de partenariat avec des maisons d'édition. Donc, c'est pas comme si je suis pas contente parce que moi, ça m'enlève quelque chose, mais plus que, par exemple, tu sais, quand je reçois des services de presse, j'ai souvent l'impression que BookTube existe tellement pas que dans la tête de la personne qui m'envoie le livre, si je le chronique pas sur Instagram, c'est comme si j'en avais pas parlé. Puis si je fais juste le chroniquer sur Instagram puis que j'en parle pas dans ma vidéo, la personne est contente. Alors qu'on s'entend que quand je chronique un livre sur Instagram, il y a peut-être 150 personnes qui voient le post, alors que quand je le fais dans une vidéo YouTube, il y a genre 3000 à 5000 personnes qui le voient. Mais malgré tout, quand j'envoie mes trucs, ils me disent « Ah, ce serait bien que tu le postes sur Instagram. » Je peux le faire, ça me dérange pas, mais pourquoi YouTube a aucun poids dans la balance? Puis c'est un peu aussi la même chose au niveau de Bookstagram puis de BookTok. Auprès des créateurs, j'ai l'impression qu'elles se réfèrent très souvent entre elles, mais elles réfèrent très peu souvent les créatrices de BookTube. C'est correct. C'est pas grave, c'est rien de grave, mais je trouve ça juste un peu dommage parce que c'est cool par ici. Je serais curieuse de savoir si vous aussi vous avez cette impression-là un petit peu, ou si c'est moi qui hallucine des choses. Et donc là, il me reste 4 points à aborder et c'est vraiment des points qui touchent comme des choses que des créatrices sur BookTube font, qui me déplaisent un petit peu, mais qui sont faites par des chaînes que j'adore regarder, honnêtement. Donc même si vous êtes quelqu'un qui fait des vidéos puis vous faites genre ce dont je veux parler, sentez-vous pas mal, honnêtement. Il y a juste moi que ça dérange un petit peu, puis ça me dérange même pas au point de comme pas vous adorer, genre je vous adore. Donc je veux pas faire sentir mal personne avec ça, c'est juste moi qui est une personne. Il y a des petites choses dans la vie qui me titillent, puis j'avais juste envie d'en parler. Ok, le premier point, ça, personne va être offensé, là. Le doublage automatique sur YouTube. Je pense que la majorité des créatoristes savent même pas que c'est genre activé sur leur compte, mais my gosh, que c'est gossant. Ça, si vous savez pas, c'est le truc qui fait que quand tu cliques sur la vidéo d'un créateur, il y a une voix robotique, évidemment générée par intelligence artificielle, qui parle par-dessus la personne dans une autre langue. Mais le problème, c'est que YouTube est très mauvais pour les personnes bilingues. Comme moi, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos en anglais et en français. Donc là, ce que ça fait, c'est que les vidéos en anglais, ça mettait par-dessus une voix française, alors que je voulais les regarder en anglais. Et les vidéos en français, des fois, ça mettait une voix en anglais par-dessus. Heureusement, j'ai comme téléchargé une extension Chrome qui fait que ça bloque complètement tous les doublages automatiques, donc ça va. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine, moi, je poste ma wishlist là, des booktubers où je mets des extraits là, de la vidéo de chaque personne au début. Et quand je télécharge les vidéos des créateurs, ben soudainement, vous parlez en anglais, les amis. Je télécharge la vidéo, c'est une grosse voix robotique. Here are my top 10 favorite reads of 2025. Et ma chérie, je trouve que tu sonnes un petit peu différente aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, allez dans vos réglages de votre studio YouTube, enlevez-moi ça, le doublage automatique, ok? Même les personnes qui voudraient écouter votre contenu puis ils sont anglophones, blablabla, ils vont pas le faire parce que la voix du robot est laide. C'est toujours ça, c'est toujours laid. Tout ce qui est intelligence artificielle, c'est laid. Ok, là, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que je viens m'attaquer à une phrase fétiche des créateurs de BookTube depuis la nuit des temps. Moi, j'aime pas ça quand on me dit au début de la vidéo, prenez une boisson chaude, un petit thé et installez-vous confortablement. Ma fille, je suis en train de faire la vaisselle. J'ai pas envie de me prendre une boisson chaude, j'ai pas envie de m'installer confortablement. Ce que je trouve vraiment cocasse, c'est que quand cette phrase-là est dite, c'est tout le temps pour les vidéos qui s'écoutent le mieux en faisant quelque chose d'autre. Genre, tu sais, quand t'as des vidéos en mode de Squeezie, là, full, plein d'actions, blablabla, c'est face à ces vidéos-là que j'aimerais m'installer avec un thé, puis de la nourriture, puis tu sais, manger en étant vraiment concentré sur l'écran. Alors que les vidéos plus discussion, on dit on va discuter, mettez-vous cosy, buvez un thé, ben c'est ces vidéos-là que j'aime mettre en arrière en faisant genre un casse-tête, en faisant du journaling, ou je sais pas, moi ça m'énerve de me faire dire de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire en ce moment. Je le veux pas, ton thé. Je le veux pas. Moi, c'est de l'eau froide en ce moment, là, j'ai envie. C'est tellement pas important. À chaque fois, je suis comme, non, je me rebelle, je vais pas le faire.
Et le prochain point aussi, il va peut-être faire mal parce que il y a plein de mes chaînes préférées qui le font. Mais moi, en 2026, je veux qu'on arrête de tutoyer BookTube. Salut, comment vas-tu? Non, non, non! Moi, j'ai pas cliqué sur cette vidéo pour que tu me parles personnellement. Moi, dès que c'est moi, là, ben j'ai l'impression qu'il y a une caméra qui vient d'être perchée sur mon ordi puis qui me regarde en train de regarder la vidéo. Je suis comme, non, non, non. On est beaucoup, là. Il y a des centaines, il y a des milliers de vues. On est beaucoup. Pourquoi tu me parles à moi? J'aime pas ça. Je suis sauvage. J'aime pas ça qu'on sache que j'existe dans la vie. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça alors que je m'expose sur Internet. Mais ça, c'est moi. Je donne mon consentement d'être exposée. Mais quand je suis assise puis que je regarde une vidéo, j'ai pas donné mon consentement pour qu'on me parle à moi. Dites-vous, je reçois les messages. Je reçois les messages, mais comment vas-tu? Je t'ai parlé de ce livre-là. Non, 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 non. Tu m'as parlé de rien du tout. Tu nous as parlé de ça. Vraiment, si vous le faites, sentez-vous pas mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a tellement de mes chaînes que j'adore. J'y regarde, j'aime ça. Mais à chaque fois qu'il y a le dessus, je suis comme une flèche dans ma poitrine. Et pour finir, en 2026, la chose que je demanderais à mes chers créateuristes BookTube, pouvez-vous s'il vous plaît mettre des chapitres dans vos vidéos? Il y a certaines vidéos que je comprends pourquoi il y en a pas. Genre, c'est pas toujours grave. Mais si vous donnez des avis sur des livres, là, s'il vous plaît. Surtout en plus, si vous affichez même pas à l'écran, genre c'est quoi le livre, s'il vous plaît des chapitres. C'est pas parce que je veux skipper au prochain puis que ça m'intéresse pas. C'est parce que souvent, vous parlez puis là, oh, ok, je réponds à un message ou mon chat il vient, je la flatte, puis là je relève la tête puis je suis comme, ok, elle parle en ce moment, est-ce qu'elle est passée au prochain livre ou elle parle encore du livre précédent? Quand il y a des chapitres, je peux juste descendre puis comme, ok, on est encore sur le même livre. Genre, je sais que ce qu'elle est en train de dire là, c'est dans le contexte de celui-là. Mais quand il n'y a pas les chapitres, je recule puis je suis comme, ok, mais là, j'ai reculé trop loin. Oh, sais-tu, elle a-tu commencé là, à parler de l'autre livre? Mettez les chapitres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je l'ai fait sur toutes mes vidéos, ça prend 3 minutes à faire. Là. Ou assurez-vous de toujours montrer à l'écran au moins la photo du livre. Si vous mettez pas de chapitre, c'est pas grave, mais au moins mettez la photo à l'écran. Voilà! Alors, j'espère que j'ai blessé personne en faisant cette vidéo, parce que moi, je le rappelle, oh, il y a que du love dans mon cœur pour vous. Si jamais vous avez aimé la vidéo, il y a Floris de la chaîne Flowfly qui a fait une vidéo similaire en décembre. Lui, il a osé nommer exactement les personnes qui faisaient les choses qu'il aimait pas, ce que beaucoup de gens, pas nécessairement, mais moi, je ressentais que c'était pas fait avec genre un manque de respect, tu sais, il aimait clairement les chaînes qu'il nommait, c'est juste qu'il y a ces trucs-là qu'il aimait pas trop. Puis moi, c'est sûr que dans la vie, je suis toujours pro-transparence, donc j'ai apprécié la transparence. J'étais prête même à tout moment dans la vidéo à me faire dire, oh mon dieu, moi j'aime pas que Sous le ciel elle fasse ça, mais tu sais, en mettant ça de côté, sa vidéo soulevait des points vraiment, vraiment pertinents que j'ai pas du tout soulevé dans cette vidéo. Donc voilà. Mais sinon, moi, j'aimerais savoir avant qu'on se laisse, quelles sont les choses que vous aimeriez qu'on laisse derrière nous, puis qu'on avance en 2026 là, sans les apporter avec nous. Ça peut être, c'est concernant BookTube, la lecture, mais aussi personnel. Évidemment, politique, la liste est genre extrêmement trop longue, là, donc si on se lance là-dedans, ben honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, n'hésitez pas à discuter avec moi de ce que vous avez pensé. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que la semaine prochaine... Nope, mon chat est mort, donc j'ai repoussé toutes les vidéos d'une semaine. La semaine prochaine, c'est la vidéo exclusive, mais dans 2 semaines, la grosse wishlist! Je poste une grosse vidéo où j'aurai besoin de votre participation. On se revoit le vendredi à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!